Je me suis beaucoup intéressé à John Cage pendant une certaine période de ma vie, et bizarrement, sans que je comprenne exactement pourquoi, j'y reviens depuis quelque temps. Je repense pas mal à lui, à ses recherches musicales, et il y a justement dans la recherche musicale de John Cage quelque chose qui me hante du point de vue de la relation complexe, dialectique, du hasard et de la nécessité. Et c'est pourquoi je me propose de parler rapidement dans cette vidéo du lien qui peut être entretenu entre John Cage et cette thématique. Et ça me semble être intéressant aussi par rapport à cette série de vidéos qui s'adresse à des gens qui passent le concours. Enfin, elle s'adresse évidemment à tout le monde, mais spécifiquement aux gens qui passent le concours, parce que John Cage reste une référence, à mon avis, relativement inattendue, et donc particulièrement intéressante dans le cadre d'un concours, puisqu'elle permet de sortir des sentiers attendus, anticipés aussi par les correcteurs. Par exemple, il est clair qu'après des mois de préparation autour de cette thématique, les correcteurs s'attendront, selon le sujet, à voir Mono surgir au détour d'une page. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo au sujet de Mono, mais en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait beaucoup déjà de contenu là-dessus sur YouTube, et donc je me réserve la possibilité de moi-même travailler un peu sur Mono, mais je n'en ferai une vidéo que dans la mesure où j'aurai quelque chose ou bien de différent à en dire, ou bien que ça m'aura assez intéressé pour pouvoir l'articuler de façon explicite et très claire à des problématisations intéressantes par rapport au thème. Bon. En tout cas, pour ce qui est de John Cage, il me semble que la notion d'informel est essentielle pour comprendre son travail musical, et même ce que Antonia Soulez, avec qui j'ai très rapidement travaillé quand j'étais en première année de philo à Paris 8, ce qu'elle appelle, elle, musique-philosophie, dans un article que je mettrai en description. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À quoi renvoie cette notion d'informel? Comment est-ce qu'on peut l'articuler à une réflexion sur le hasard et la nécessité? Alors, la notion d'informel, c'est d'abord le fruit d'une critique qui est faite à la musique de Cage, notamment par Adorno. Le caractère informel de la musique de John Cage se présente en effet d'abord négativement, à travers la place que prend chez lui l'imprévisible et la possibilité que cet imprévisible dont on va parler puisse, on va le dire aussi, détruire le sens ou la signification que la musique peut avoir. Bon, c'est à préciser. Dans tous les cas, l'informel et l'imprévisible fonctionnent ensemble, et l'imprévisible chez John Cage se dresse précisément en opposition, en marge de toute nécessité qu'induirait par exemple une structure musicale, impliquant dans la composition un certain nombre de règles formelles nécessaires pour qu'on puisse dire qu'il s'agit effectivement d'une musique, et même d'un certain type de musique, selon la musique que l'on souhaite composer. Chez John Cage, il s'agit de laisser le son être lui-même et de le dépouiller de l'intentionnalité qui déterminerait le son à l'intérieur des structures légitimantes, qui permettraient à un auditeur, par exemple, de reconnaître quelque chose comme étant de la musique. De ce point de vue, John Cage cherche justement à revenir au son dit naturel. Bon, il faudrait voir dans quelle mesure ce son naturel existe, comment est-ce qu'il n'est pas en lui-même une construction culturelle, etc. Mais en tout cas, son objectif, c'est de mettre en crise, si j'ose dire, une certaine manière de distinguer formellement le bruit et la musique, en considérant que cette distinction se fonde sur la définition abusive, selon John Cage, d'une nécessité musicale que devrait saisir par la volonté, notamment le compositeur. Donc là, on a déjà quelque chose d'un point de vue esthétique qui est intéressant, c'est que il récuse finalement que le travail de composition musicale serait le travail de dévoilement, par exemple, d'une forme de nécessité, d'une forme de loi musicale qui serait déjà inhérente en quelque sorte au sonore, et que le compositeur, par sa volonté, ne ferait que manifester ou rendre explicite. Et c'est aussi quelque chose que l'on va retrouver dans son travail, je ne vais pas développer ça maintenant, mais qui est intéressant parce que chez lui, la notion même de compositeur va avoir tendance à se dissoudre. Il va faire des œuvres avec de multiples agents. Sa figure, elle, de compositeur, il va avoir tendance à vouloir l'éclater, la diffuser, parfois
la déjouer par notamment la place qu'il va donner à l'interprète, etc. Bon, c'est tout un pan super intéressant de la musique de John Cage, je vous invite à aller voir, à regarder, à écouter éventuellement tout ça. Dans 4.33, qui est sa proposition la plus célèbre, je parle volontairement ici de proposition et pas de composition, l'interprète laisse le piano muet, ne joue pas de musique, et laisse le silence remplir la salle de concert par exemple. Bon, c'est une œuvre un peu iconique en quelque sorte de John Cage, aussi iconique pour certains parce qu'elle témoigne de ce qu'ils imagineraient être les dérives d'un certain art contemporain, etc. Mais en fait, il faut comprendre ce qu'il y a derrière comme démarche et qui est intéressant comme proposition en fait. Le silence chez John Cage, c'est toujours le nom donné à l'ensemble de sons qu'on n'écoute pas habituellement. Et justement parce qu'ils échappent à des structures déterminantes, musicales par exemple, qui les légitimeraient au sein de notre attention. 4.33 travaille donc aussi avec le hasard, puisque les éléments normalement perturbateurs dans l'interprétation d'une structure musicale, comme la toux d'un auditeur, le murmure d'une foule agacée, ou le bruit d'un strapontin par exemple, vont s'incorporer de manière aléatoire à l'écoute. Globalement, cet exemple-là, en fait, s'intègre dans une manière générale qu'a John Cage de penser la musique comme imprévisible, en la rendant en fait indéterminée. C'est-à-dire que ce que va essayer de faire John Cage, c'est qu'il va essayer de faire des propositions qu'on pourrait dire musicales ou amusicales, ou des événements hasardeux, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas fixés à l'avance, par un travail de composition par exemple, qui sont donc imprévisibles, qu'on ne pouvait pas anticiper, vont émerger au milieu de l'écoute. Donc il y a de nombreux exemples de ce jeu de l'indétermination dans la musique de John Cage, outre sa proposition très célèbre. Dans Concert for Piano and Orchestra, désolé pour l'accent, composé en 1957-1958, John Cage va par exemple faire tout un travail autour de partitions graphiques qui vont ne pas imposer de lecture linéaire, de lecture précise, et qui vont laisser le choix à l'interprète de lire ou de jouer comme il veut de la musique. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans son livre Silence, il me semble. J'essaierai de mettre au montage des extraits de la composition du bouquin, où en fait, il essaye aussi de déjouer la chronologie de la lecture, les rapports... en fait, la linéarité de la lecture qui implique une forme de nécessité dans l'ordre des mots, dans l'ordre du langage, etc. C'est pour ça que notamment quand Antonia Soulez, mais pas qu'elle, ont travaillé sur les liens qu'il y a à faire entre John Cage et les jeux de langage chez Wittgenstein. Là aussi, c'est un champ passionnant, mais assez complexe, donc je le laisse de côté pour cette vidéo, je le signale juste comme insert pour les gens que ça pourrait intéresser. Donc il y a cet exemple-là, en fait, dans ce cas-là, la musique n'est plus vraiment un objet musical, c'est là encore Antonia Soulez qui le remarque, au sens où, et là c'est moi qui le précise, on ne peut plus dire de la musique de John Cage qu'elle peut être définie, saisie précisément, on ne peut pas en faire le tour, on ne peut pas, justement, elle ne relève pas d'une objectivité, d'une pure extériorité, etc. Dans un autre exemple qui est Music of Changes, oh là là, terrible, désolé à ceux qui écoutent pour l'accent anglais terrifiant. Ça c'est en 1951, donc un peu plus tôt. John Cage va se mettre à utiliser le I Ching, qui est le livre des transformations chinois, avec un système, il me semble, de carrés magiques. En tout cas, il utilisait déjà des carrés magiques dans sa composition avant ça, pour déterminer la hauteur des notes, la durée, leur dynamique. Et donc là, il y a bien l'idée qu'on va laisser l'aléatoire opérer au cœur même du processus de composition. Bon, donc là, je vous donne quelques éléments comme ça, c'est très rapide. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc comment intégrer cette réflexion musicale, ou donc amusicale, comme je l'ai dit, parce qu'il y a toute une réflexion finalement sur ce que c'est la musique, comment on la définit, comment on la circonscrit. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette réflexion, donc je présente ici une très vague ébauche, vous verrez vraiment, dans la thématique qui nous intéresse, à savoir le hasard et la nécessité. Alors, l'enjeu du travail de John Cage est de réévaluer la notion d'œuvre en considérant la musique moins comme un objet fini, je viens de le dire, que comme un processus dynamique toujours en cours.
Dans ce cadre, il y a chez lui aussi une tension, en fait, entre la nécessité structurelle des œuvres d'art, entendue au sens classique, un requiem par exemple, ou la musique de Schoenberg, qui implique aussi des structures. Je cite Schoenberg parce que John Cage a été un élève rebelle de Schoenberg. Et donc il y a une tension entre cette musique, on va dire au sens classique du terme, je ne parle pas de la musique classique, et les performances qu'il va proposer et qui ne veulent justement pas apparaître comme nécessaires, au sens où du fait de leur structure, de leurs règles compositionnelles précises, de leur achèvement, elles se donneraient à entendre dans des formes figées. C'est ça en fait, l'ambition de John Cage, c'est que de rendre l'écoute à sa dimension de hasard, à sa dimension de sensibilité hasardeuse, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déterminée, surdéterminée par des formes figées qu'on écouterait toujours de la même manière, toujours avec les mêmes modes d'attention, etc. La première chose que nous pourrions dire ici, c'est que le travail de Cage se situe bien au cœur de la tension entre le hasard et la nécessité, si nous considérons que le hasard désigne bien ici l'indétermination et le caractère, on va dire, événementiel de ce qui se passe dans l'écoute musicale. Autrement dit, en décidant de ne pas choisir, ou plutôt de laisser liberté à l'interprète de le faire, ou bien même en déléguant son travail compositionnel à des processus imprévisibles, John Cage se place en retrait de l'imaginaire qui va être habituellement associé au travail artistique, comme expression de règles nécessaires, intelligemment saisies ou même inventées par l'artiste. En même temps, et c'est là aussi ce qui est intéressant à mon avis dans l'usage de cette référence, c'est que son travail permet bien de comprendre la difficulté théorique d'un tel geste, puisqu'il doit bien choisir de ne pas choisir. Et même si son travail vise à ne pas se conformer à des règles structurelles nécessaires qui détermineraient en amont la composition, il est dépendant néanmoins de règles du jeu, comme celle d'opérer par processus hasardeux, G2D, etc., dans sa composition. Règles du jeu que John Cage institue lui-même. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de John Cage, parce que c'est une référence qui est parfois mal même comprise par les gens, mal caricaturée en quelque sorte. C'est pas qu'il fait n'importe quoi précisément, c'est que il y a une forme de, je crois avoir lu ça, je sais plus dans quel article, c'est pas de moi, c'est une sorte de discipline dans la détermination. Il faut être discipliné en quelque sorte pour pouvoir s'indéterminer. Dans le cadre local du geste artistique, le choix de laisser le hasard opérer relève d'une forme de règle qui produit une tension conceptuelle entre la notion d'indétermination que le hasard semble impliquer et celle de détermination qu'on pourrait pousser in fine jusqu'à une forme de nécessité elle-même, comme ce qui ne pouvait être autrement. Sur un modèle de, par exemple, finalement, une fois que l'œuvre est achevée, par exemple, prenons une sorte de caricature, le Requiem de Mozart, une fois qu'elle est achevée, une fois en tout cas qu'on la considère comme achevée, elle s'exprime dans une forme de nécessité qui nous donnerait l'impression qu'elle ne pouvait pas être autrement, qu'il y avait une forme de logique presque divine, peut-être une sorte de transcendance qui s'incarnerait. Là, John Cage y veut échapper à ça, mais il continue malgré tout à produire une tension, parce que pour échapper à cette impression, il faut produire des règles. Donc, par ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, il me semble, vis-à-vis de notre questionnement, c'est l'idée cagienne que cette indétermination est la condition d'une redécouverte du son lui-même, sous les couches de sens, d'images, de symboles, que la musique, au sens classique du terme, sédimente sur le sonore. Ça, je crois que c'est essentiel, et c'est aussi un niveau de sens du sujet, le hasard et la nécessité. C'est-à-dire que l'incorporation de ce que John Cage appelle le hasard ou l'indétermination, là aussi il faudrait voir si on faisait une étude précise de la question, à quel point les deux se recoupent, mais en tout cas l'incorporation de ce qui paraît être du hasard dans l'événement de l'écoute, le fait que le son peut surgir aléatoirement et en rupture avec les structures communément admises dans l'audition d'une œuvre musicale, comme par exemple l'ajout d'objets hétéroclites à l'intérieur d'un piano préparé va produire des sons curieux, des bruits qui vont rompre l'harmonie d'ensemble. Comment tout cela permet de se mettre à écouter un son dépouillé de l'intention d'un sens. Ce que je trouve intéressant à mobiliser ici dans le cadre de notre réflexion, c'est l'idée que la nécessité serait le fruit d'une structure fictionnelle, de discours superficiels construisant sur fond de hasard une intention de sens. Cage s'oppose à la notion de beauté comme nécessité formelle, par exemple. L'idée qu'une structure sonore devrait être ainsi
devrait suivre certaines lois essentielles, des règles d'harmonie, etc., relève d'une forme de superstructure. J'emploie ce terme, bon, c'est pas dans un sens forcément matérialiste, hein, mais une sorte de structure déterminante qui nous empêcherait d'appréhender pragmatiquement le monde de la vie lui-même. Il y a une dimension éthique, en fait, hein, dans cette réflexion. Éthique au sens, véritablement, de l'éthos, c'est-à-dire de la délimitation d'un milieu de vie. J'avais travaillé à l'époque à partir de l'expérience un peu fondatrice, ou en tout cas présentée comme telle dans la fiction de John Cage, c'est-à-dire l'expérience qu'il a fait dans la chambre anéchoïque d'Harvard, où il va se mettre dans cette chambre sourde, où il va se mettre à entendre en quelque sorte le bruit que fait sa vie biologique dans ce qui devrait être le silence. C'est-à-dire en fait le dépouillement du son, des intentions et des symbolisations qui se sont sédimentés sur lui, c'est aussi pour John Cage une sorte de retour à une forme de pureté. Alors il faudrait voir aussi dans quel sens ce mot est juste, à mon avis il est assez mauvais ici, en tout cas une forme d'authenticité ou de rapport véritable au sonore et à la sensibilité. Alors, l'une des critiques classiques de cette recherche cagienne est formulée, je l'ai dit, notamment par Adorno, mais aussi par Goodman, et se fonde, entre autres, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça évidemment, mais ça se fonde sur le risque encouru par une musique non intentionnelle, telle que celle que propose John Cage, de s'autodétruire dans une absence de sens. Cet aspect est particulièrement intéressant pour nous, à mon avis. Alors, je ne vais pas l'explorer à fond, parce qu'il est extrêmement vaste et riche, et qu'il ne me faudrait sans doute pas une vidéo, mais 100 pour en parler. Mais disons qu'avec John Cage et ses oppositions, ses opposants, nous avons l'incarnation de la difficile dialectique du hasard et de la nécessité, à mon avis, quant au problème du sens. L'idée que la musique, par exemple, ne serait censée qu'à être l'expression, la traduction, la production d'une certaine nécessité, implique de dire qu'au contraire, le hasard et l'indétermination sont destructeurs de sens. L'événement sonore cagien serait ainsi dépourvu de sens et ne pourrait justement pas avoir de sens, sans être immédiatement reconduit à l'intérieur d'une structure qui, en le déterminant, le ferait disparaître. La dialectique complexe donc, du hasard et de la nécessité trouve ici, à mon avis, une image intéressante, puisqu'on comprend par cet insert que le hasard et la nécessité n'entretiennent pas des relations ontologiques, puisque dans ce cas-là, ils seraient exclusifs l'un à l'autre, mais seulement, et ça c'est une hypothèse que je formule, sur laquelle je reviendrai, je pense, dans ma prochaine vidéo sur le sujet, pour réfléchir à la relation entre hasard et nécessité, des relations de perspective. Donc une forme de perspectivisme du hasard et de la nécessité, une approche perspectiviste en quelque sorte de ces deux concepts. Il n'y a, et là je précise ce que je veux dire, hein, il n'y a comme, je le dis, de hasard que relativement à l'hypothèse d'une nécessité structurelle, comme fond depuis lequel le hasard émergerait. Et en même temps, il y a nécessité qu'à partir de l'hypothèse, il n'y a de nécessité qu'à partir de l'hypothèse, au moins théorique, c'est-à-dire même si on pense qu'elle ne s'incarne jamais dans la réalité, en quelque sorte, du surgissement hasardeux, comme imprévisible absolu ou comme indétermination, un élément qui serait rigoureusement hors la loi. Donc, à mon avis, je vais finir là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue, mais à mon avis, l'un des intérêts du passage par John Cage, c'est que ça nous permet de montrer que, loin de considérer que cette dimension-là, c'est-à-dire cette impression qu'on a finalement qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre, le hasard et la nécessité, loin de considérer que c'est une forme d'aporie métaphysique, c'est-à-dire où les deux ontologies sembleraient devoir coexister en s'annulant, ou s'annuler l'une et l'autre, et dans ce cas-là, en fait, on ne saurait plus du tout de quoi on parle. À mon avis, John Cage est super intéressant parce qu'en fait, ce qu'il montre par l'activité artistique, c'est que ce qui permet de penser le hasard et la nécessité, l'indétermination et la détermination, l'informel et le formel, le structurel et le non-structurel, c'est en fait le fait que ces conceptions ne peuvent être comprises que dans le cadre d'un jeu. En fait, à mon avis, moi, c'est ma manière de comprendre ce que fait John Cage. John Cage, il joue, mais au sens noble, je veux dire, fort du terme, c'est-à-dire qu'il va dialectiser les concepts et les approches, et plutôt que de croire, par exemple, qu'une musique indéterminée n'émergerait que par une absence totale de compositeur, etc., une absence totale de travail, en fait, il va essayer de produire la perspective du hasard ou de l'indétermination, et donc des nouvelles modalités sensibles,
par le fait de jouer avec certaines règles du jeu, c'est-à-dire avec certaines nécessités formelles qu'il va s'imposer, même si elles sont marginales. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, la compréhension aussi qu'a John Cage de la musique et de l'écoute, c'est qu'il sent bien que si il théorisait par exemple une forme d'art purement conceptuel, très théorique en fait, musical ou amusical, qui considérerait qu'en fait tout geste compositionnel ou proto-compositionnel dans le cadre de la musique serait déjà une surdétermination problématique du sens, une production de sens en amont de l'écoute, etc. À mon avis, ce que comprend John Cage, c'est que une telle position théorique se heurterait en fait à des pratiques d'écoute qui sont forcément sédimentées dans des réseaux de sens. C'est-à-dire, en gros, on va forcément, spontanément, en quelque sorte, produire nous-mêmes, en tant qu'auditeurs, par exemple, des nécessités formelles, structurelles dans l'écoute. C'est pour ça qu'on va si facilement exclure les bruits de notre champ d'attention, les considérant comme des scories hasardeuses peut-être plus, des anomalies inutiles, au milieu d'un fond nécessaire, par exemple, qui serait le concert qu'on écouterait. Et donc lui, ce qu'il fait, je crois, ce qu'il veut dire, c'est que si on veut véritablement produire un mode d'attention qui écoute en quelque sorte ce que l'on appelle abusivement le silence, ou ce que l'on appelle noblement le silence, c'est-à-dire l'ensemble des bruits que l'on a tendance à laisser en dehors, il faut les mettre en jeu à l'intérieur de règles nécessaires ou de certaines règles du jeu. C'est une hypothèse que je fais et qui me semble être assez riche philosophiquement dans le cadre de troisième partie, alors ça dépend évidemment du sujet, mais au sens où on va souvent avoir tendance dans certains sujets qui vont mobiliser le hasard et la nécessité, de produire une dialectique assez, à mon avis, figée, où l'un des concepts va en dévorer l'autre, etc., etc. Et je trouve que par le passage du jeu esthétique qui implique une forme de dialectisation au sens d'un renversement, pas au sens hegelien, au sens benjaminien, c'est-à-dire d'un renversement continuel des propositions, va permettre de comprendre finalement, de saisir ce que peut être le hasard, ou ce que peut être au contraire la nécessité. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette fin de vidéo, puisque je me suis laissé penser. Vous me direz, en tout cas c'est une proposition de référence, dans tous les cas, même si tout n'est pas parfaitement clair dans ce que j'ai dit, je maintiens qu'à mon avis, c'est une référence utile, John Cage, parce que elle est un peu différente de ce que l'on peut entendre autour de ces questions-là, et à mon avis, elle est extrêmement riche, parce qu'elle va convoquer, je l'ai dit, il y a Adorno éventuellement, Goodman, Wittgenstein, autour des jeux de langage, tout ça c'est extrêmement intéressant, et ça peut être mobilisé comme manière de sortir en quelque sorte des poncifs autour de la thématique du hasard et de la nécessité. Merci beaucoup pour votre écoute, pour le coup, et on se retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo où je vais peut-être essayer de creuser cette dimension de perspective.